Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin. Bienvenue aussi à ceux qui étaient là hier, de la même façon. Donc, on raccroche les wagons, on va dire comme cela. Très heureux de vous accueillir ici pour ce deuxième temps de travail, une journée complète qui va être un petit peu différente. Je vais vous la présenter tout à l'heure, mais avant de commencer, d'entrer dans le vif de notre sujet, Monsieur Louis Lacombe, chef d'établissement de l'Institut Robin à Vienne, par ailleurs président de Formiris Rhône-Alpes-Auvergne, nous accueille. Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue aussi sur cette terre lyonnaise, pour ceux qui ne sont pas de notre région. Construire l'élève, donc la personne dans une société numérique, voilà donc le thème d'un colloque. En effet, donc le Conseil fédéral de la Fédération Formiris a souhaité promouvoir la réalisation de colloques nationaux et pour permettre donc une réflexion collective sur ces thèmes forts de société, toutes ces questions qui nous interpellent. Et donc c'est donc dans le cadre de sa responsabilité de formation que notre association territoriale Formiris, en partenariat avec l'Université catholique de Lyon, a répondu à cet appel à projet émis par la Fédération. Et notre choix donc s'est bien porté sur ce thème, construire l'élève, la personne dans une société numérique. Donc nous sommes très heureux donc que ce thème, ce colloque ait été retenu par notre Conseil fédéral puisqu'il le finance. L'année dernière, en ce même lieu, nous avons organisé un colloque national sur le thème « Accompagner pour transmettre, modalités et enjeux de la formation ». Alors le thème d'aujourd'hui de ce colloque, pourquoi l'avons-nous choisi? Tout simplement la volonté de réfléchir à une approche anthropologique de la mutation numérique dans notre société. Il nous a semblé important de placer la personne au centre de la réflexion. Globalement, donc, ce colloque est donc traversé par le lien entre l'éducation et le développement de la personne au regard de la société numérique. Je pense que le père Lamblay donc, est beaucoup plus spécialiste que moi. Là, je suis néophyte, puis vu mon âge, je n'ai pas été éduqué là-dedans, mais comme vous, je m'y mets. Parallèlement aux conférences, vous allez tout à l'heure, donc, dans la deuxième partie de la matinée, participer à des ateliers mettant en scène l'éthique, l'identité de la personne, les apprentissages, les jeunes, l'approche chrétienne de l'éducation numérique, et les chefs d'établissement vont aussi faire part de ce qu'ils vivent à leurs équipes dans les établissements. Nous nous sommes volontairement positionnés de manière complémentaire au thème proposé par le secrétariat général de l'enseignement catholique pour notre colloque. Et si les territoires numériques ouvraient de nouveaux itinéraires éducatifs, ce colloque aura lieu en mars prochain à Lille. Il est également financé par Formiris. Donc vous voyez que cette thématique est réellement d'actualité. Alors avant de recéder la parole à Bruno de Vauchel et au père Lamblay, je voudrais remercier les chefs d'établissement, les professeurs, les acteurs de l'enseignement catholique pour votre présence ce matin et jusqu'à demain, et aussi à tous les partenaires qui ont permis la mise en œuvre de ce colloque. D'abord l'Université catholique, le père Magnin qui vous accueillera demain matin, Annick Rivet, la vice-rectrice, qui est membre de notre conseil d'administration de Formiris, Bruno de Vauchel, Madame Virmont, responsable du service formation continue de la Cato, et puis Madame Jamin, qui est responsable des services administratifs et qui vous accueille avec ce matin, donc avec Michel Lecan pour Formiris. Également, merci à tous les services de Formiris Rhône-Alpes-Auvergne présents, ainsi que au personnel Formiris de Paris. Le père Magnin, recteur de l'Université catholique de Lyon, et moi-même, donc en qualité de président de Formiris Rhône-Alpes, souhaitons réellement un rapprochement entre l'Université catholique et les écoles, les collèges et les lycées. Et nous allons le voir également, nous le voyons sur nos territoires, dans le cadre du réseau de l'enseignement supérieur, nous allons voir comment les établissements aussi peuvent mieux travailler autour de la formation et des propositions à offrir aux jeunes.
pour la seconde année consécutive, nous proposons des journées universitaires thématiques dans les domaines de la culture, des sciences et de la paix. Je vous donne quelques exemples de colloques que nous avons organisés ou que nous allons organiser. L'adaptation de l'être humain au changement, quels apports psychosociaux et psychologiques, la nécessité d'un dialogue interculturel pour mieux vivre ensemble, l'intercularité et les droits de l'homme, violence à l'école, état des lieux, nouvelles approches, science et religion, ni scientisme ni créationnisme. Alors là aussi, au-delà du père Magnien et de Madame Rivet, je remercie aussi toutes les équipes de la Cato qui s'investissent dans ces actions, telles que la faculté de sciences humaines sociales, la chaire UNESCO, l'Institut de sciences de la famille et la chaire de sciences et religions. Voilà donc mon introduction, brève introduction, et je pense qu'on va passer directement donc au vif du sujet. Je vous souhaite un bon colloque, et puis aussi comme moi, donc on est là aussi pour apprendre pas mal de choses et nous projeter un petit peu pour que le numérique ne soit pas que des outils, mais aussi je pense que nous avons essentiellement à éduquer tous ces jeunes à l'intériorité. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, pour cette journée, nous allons donc avoir 2 temps. Le premier temps, le Père Lambolet va nous faire un exposé dynamique et qui va nous amener à poser un certain nombre de questions. À la suite de ça, nous aurons 6 ateliers. Alors, je ne vais pas les présenter. Vous avez eu des pochettes. Dans les pochettes, tout est très expliqué. La seule chose que je crains, c'est de ne perdre certains d'entre vous dans les locaux de la Cato. Ces locaux sont un peu complexes, je dois vous le dire, et il y a des risques de perte. Donc soyez vigilants, regardez bien les plans, demandez, il y a un certain nombre de personnes qui vont vous y aider, le fléchage sera fait. Bon courage. J'ai du mal encore à connaître tous les locaux ici, donc vous voyez, c'est compliqué. Alors, pour ce faire, ce matin, donc, à l'issue de notre première séance, un café vous sera proposé dans l'atrium juste derrière, qui nous permettra de rejoindre rapidement les salles. Nous souhaiterions que les ateliers puissent commencer à 10h45. Et qu'on arrêtera vers 10h15, 10h20, et donc ce serait bien qu'on ait une demi-heure le temps de prendre le café, et que tous les ateliers démarrent vers 10h45 pour qu'ils se terminent vers 12h15, afin que nous puissions déjeuner, avoir 1h30 de temps de déjeuner, et nous reprendrons vers 13h45. Puis 13h45, et puis les ateliers s'enchaîneront. Les ateliers durent 1h30. Dans ces ateliers, il vous sera demandé, il vous sera remis une feuille qui vise à faire part de vos remontées, de vos questionnements par rapport à l'atelier dans lequel vous êtes. Donc vous aurez 3 fois à faire cela. L'intérêt, ce n'est pas de faire un test ou de faire un questionnaire, mais c'est de construire des actes de ce colloque, car ce colloque, outre qu'il sera mis en ligne sous forme des conférences en ligne, donc vous pourrez éventuellement les partager avec vos collègues, il y aura aussi une partie papier, et cette partie papier souhaite s'appuyer fortement sur vos réflexions, vos remarques, que l'on vous demandera de faire remonter au cours des ateliers. Voilà, donc vous verrez avec les intervenants qui sont là, qui vous transmettront ces documents. On a oublié de citer une personne qui est le monsieur qui est là à ma gauche là, que vous voyez courir à droite à gauche, qui est Pierrick Ribaud, qui travaille avec nous ici à la Cato justement sur la conception de nos dispositifs avec le numérique, et qui a ici accepté très gentiment d'assurer la logistique vidéo et son, ce qui n'est pas toujours très simple, mais ce qui fonctionne. Voilà, on le remercie beaucoup parce qu'il fait beaucoup de travail pour assurer que tout fonctionne bien, et tout à l'heure vous allez voir dans les salles, c'est lui qui va être aussi un petit peu à la manœuvre si jamais il y a des soucis, mais il a anticipé. Depuis 3 jours, il est sur le front pour ça. Voilà, écoutez, je ne vais pas plus loin. Je vais tout de suite transmettre d'abord le lien infernal qui est la vidéoprojection. Tiens, c'est bizarre, le fil est raccourci d'un seul coup. Je vais donc faire en sorte que ça fonctionne. Et voilà, pour que tout se passe au mieux. Et voilà. Merci. Alors, donc, nous accueillons le Père Lambolet. Si certains d'entre vous ont fait ce que désormais tout bon internaute fait, vous êtes allé sur Internet, vous avez tapé son nom et vous avez sûrement trouvé qu'il avait un certain nombre d'activités plutôt dynamiques qui ont
aujourd'hui d'ailleurs eu un écho sur Internet, mais pas seulement, au Jour du Seigneur, etc., etc. Il va nous expliquer tout ça, mais je vais le laisser se présenter plus avant, car ça m'évitera de commettre des erreurs dans la présentation. Donc, Pourquoi ça marche pas? pas encore. Il faut c'était presque ça. On y est presque. Voilà, normalement ça va venir. Il y en a juste pour quelques secondes, le temps qu'il réajuste. Vous voyez, ça fonctionne quand même. L'effet de présentation va venir. Non, mais il faut être un peu patient. Il faut être patient. Ça a fonctionné très bien tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas maintenant. Oui, non, mais ça va venir. Il n'y a pas de souci. Il faut peut-être continuer à le faire. Voilà, ça y est, on y est. C'est bon. Vous voyez, quand je vous dis que ça fonctionne, il faut être très confiant. Voilà, on y va? Merci Bruno. Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous pour non pas vous dire ce qu'il faut faire avec le numérique, mais partager avec vous quelques interrogations, quelques convictions, quelques points de repère sur ce vaste chantier de comment éduquer une personne aujourd'hui au regard de la société numérique. Donc je vais le faire en deux temps. Un premier temps où je vais vous présenter un certain nombre de choses, voilà, fruit de mon expérience. Et puis surtout, on prendra le temps d'échanger, puisque par rapport à ces questions-là, il n'y a pas de science infuse, mais c'est dans le dialogue, le débat, la confrontation d'expériences, d'idées, que se trouve petit à petit pour chacun ce qui convient le mieux là où il est. Quelques petits mots pour me présenter, et ça vous permettra aussi de décoder tout ce que je vais pouvoir vous partager ce matin. Pour comprendre qui je suis, il y a 4 caractéristiques importantes, je veux dire, de ma personnalité. Tout d'abord, c'est que j'ai une formation d'ingénieur en télécommunications dans les années 80, avec la chance d'être arrivé dans cette école nationale des télécommunications à Paris, en plein boom du numérique. C'est-à-dire c'est à l'époque où ces communications numériques étaient en train d'être découvertes. C'était la grande époque des satellites de télévision directe, etc. Donc une explosion de la communication, et j'ai eu la chance de vivre de plein fouet cette mutation-là et d'y prendre mon pied. La deuxième dimension importante de ma personnalité, c'est d'être jésuite, d'être entré dans la compagnie de Jésus après ses études d'ingénieur en télécommunications, et donc d'entrer dans le cursus classique des jésuites, vous savez, un cursus qui prend son temps, voilà, et notamment avec des études qu'on qualifierait d'humanistes, c'est-à-dire qui privilégient la philosophie, la théologie, la compréhension de la culture d'une société telle qu'elle est. Troisième dimension de ma personnalité, c'est que les jésuites m'ont fait travailler dans le monde professionnel, et j'ai eu pendant très longtemps des missions données par mes supérieurs dans le monde professionnel de la communication en France. Donc, j'ai donc travaillé comme salarié à France Télévisions pendant 7 années à la direction de l'antenne, donc du côté de ceux qui choisissent les programmes qui sont diffusés ou qui ne sont pas diffusés c'était la deuxième chaîne qui s'appelait au début Antenne 2 et qui s'appelle maintenant France 2. Donc me coltiner d'assez près le travail d'une chaîne de télévision et de mesurer l'impact de la télévision auprès des gens et de voir comment le numérique faisait entrer la télévision dans une nouvelle ère. Et puis j'ai également, après, je suis converti du mono au multimédia dans les années 2000, et donc j'ai quitté le groupe France Télévisions pour rentrer dans le groupe Bayard, le groupe de presse géré par les Assomptionnistes, où là j'ai été de ceux qui ont aidé le groupe à monter leur premier site internet, parce qu'à l'époque ils en avaient très peu, si ce n'est pour le magazine Phosphore, et donc monter dans le domaine culture et religion les premiers sites internet du groupe. Voilà, donc là aussi, là j'ai appris un nouveau métier, c'est celui d'être journaliste et journaliste web. Et puis dernière dimension de ma personnalité, qui va vous permettre aussi de décoder ce que je vais dire, c'est que depuis 5 ans maintenant, je suis le délégué du provincial pour les établissements scolaires jésuites. Voilà. Donc je suis autorité de tutelle, le gros méchant, qui fait les visites de tutelle dans les différents établissements, donc les 14 établissements du réseau jésuite en France. Donc vous voyez, avec toutes ces caractéristiques-là, ma grosse limite, c'est que je n'ai jamais été devant les élèves. Je n'ai jamais été professeur, je n'ai jamais été enseignant. Donc je n'ai pas votre expérience. Donc vous voyez, tout ce que je vais dire, moi, je le prends vraiment avec des pincettes, parce que je n'ai pas cette expérience du terrain que vous avez, le fait d'être en classe, d'être court et d'être devant des élèves. Donc certainement qu'il y a des choses que je vais vous dire qui sont complètement inadaptées, d'autres qui peut-être vont résonner par rapport à votre expérience, et c'est pour ça qu'il y aura une partie assez interactive après mon exposé.
Je vous ferai une double introduction, une introduction en 2 temps, et ensuite une première partie que j'ai appelée le numérique pour les nuls, pour d'une certaine manière démystifier et vous montrer comment ça marche, et pourquoi ça marche, et pourquoi ça pose des défis éducatifs énormes. Bon, sans avoir la prétention de tout vous expliquer, il y a 2-3 choses à savoir par derrière qui vont, à mon avis, je l'espère, c'est comme ça que je le ferai, vous éclairer et du coup vous donner certaines idées pour comment faire avec et éduquer les jeunes et vous éduquer vous-même dans cette société numérique. Dans une deuxième partie, je verrai un certain nombre de repères que je vais formuler davantage sous terme de questions pour avancer ensemble en matière d'éducation de la personne dans une société numérique, et puis une petite conclusion triple. Voilà. Première introduction, ça ne se refait pas, on cite la Bible. Pourquoi? Vous allez dire, mais qu'est-ce que vient faire la Bible là-dedans? Parce que la Bible est numérique, a priori, on se dit vraiment pas, on ne voit pas le point de rencontre, mais dans la sagesse biblique, et vous savez que dans la Bible, vous avez beaucoup d'écrits de sagesse, il y a des choses tout à fait pertinentes qui peuvent nous aider en termes de posture initiale à nous rappeler pour éviter de tomber dans un certain nombre de pièges faciles qui peuvent nous stériliser et nous paralyser et surtout d'éviter les bons combats. C'est une citation de Coëlette, le livre de l'Ecclésiaste. Ne dis pas « Comment se fait-il que le passé fut meilleur que le présent ?» car ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. Et vous voyez que par rapport au numérique, c'est très tentant, très tentant de dire « avant c'était quand même mieux ». J'entends souvent dans la visite de tutelle « ah les élèves avant c'était quand même différent ». C'est peut-être vrai, mais vous voyez, il peut y avoir une manière non sage, j'ose pas dire folle, de poser un certain nombre de questions qui nous empêchent finalement d'entendre ce qui se passe vraiment. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble, c'est de grandir en sagesse, c'est-à-dire de savoir finalement quelles sont les bonnes questions que la sagesse nous fait poser. Là vous voyez, là on est du côté de ne pas idéaliser le passé, comme si c'était un âge d'or qu'on avait perdu et que bien évidemment on ne retrouvera jamais, mais on pourrait dire aussi la même chose, c'est-à-dire d'idéaliser l'avenir, et on pourrait dire d'idolâtrer ces nouveaux moyens de communication, en disant mais c'est super, il faut y aller, sans ça on n'y arrivera jamais. C'est pareil. Mais l'intérêt de cette sagesse, c'est que ça nous montre que toute nouveauté nous fait peur. Alors moi, je peux vous dire, mes grandes peurs que j'ai traversées, c'est le jour où, quand petit jésuite, j'ai abandonné le stylo pour faire mes dissertations de philosophie-théologie, pour écrire directement sur ordinateur. Je me suis dit, mais jamais j'en serais capable. Ah, c'est une peur à traverser, et après, ça a permis des choses. Et depuis, je n'écris plus de la même manière sur un écran d'ordinateur qu'avec un stylo à la main. C'est pas bien, c'est pas mieux, c'est différent. Mais voilà, il a fallu faire ce cap-là. Pareil, le fait de quitter l'agenda papier pour aller sur smartphone pour gérer l'agenda électronique, ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Maintenant, je ne regrette pas. Donc on a, voilà, par rapport à soi-même, des passages qu'on a à faire et qui demandent un certain effort, qui demandent de perdre un certain nombre de repères pour en trouver d'autres, même si on ne sait pas encore lesquels. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Deuxième point de l'introduction, si la sagesse, ce n'est pas idéaliser le passé ni l'avenir, c'est d'abord d'écouter ce qui se passe au présent. Et donc, ce qui est le plus difficile à faire dans une existence humaine, d'écouter. D'écouter sans trop d'a priori ce qui se passe sous nos yeux. Alors ça, je vais vous passer une petite vidéo que vous connaissez peut-être déjà, une petite vidéo assez rigolote, un petit dessin animé, ça détend, ça réveille, sur la génération Y. Voilà. Ce qu'on dit sur cette génération Y, c'est la génération des jeunes qui ont grandi dans cette société numérique. Et la manière dont ils parlent d'eux-mêmes, et vous allez voir, c'est... Voilà. Il y a un effet un peu choc, mais en même temps, c'est bien. Alors... Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Ah oui, pourquoi Y? Celle d'avant, mais j'en ai entre... Alors, attendez. 1980. Oui, l'effet des mots, c'est formidable. Hein. X, Hop. Bref, femme colonie. Hop, on va relancer la partie du PowerPoint. C'est très intéressant, c'est parce que ça, que vous verrez, je reviendrai là-dessus sur les difficultés du numérique. Et vous verrez pourquoi, ça c'est très intéressant. Allez, c'est parti.
Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, les gens nés entre 1960 et 1980 s'appelait la génération X. X parce que pauvreté, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni une menace de bombe atomique. Et souvent, je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56 qui a 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah oui, d'accord. C'est là où j'ai appris que c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310. Je trichais en cours avec ma TI-89 et j'écoutais mon iPod à la récré. Ou mon mini-disque. Ou le Discman. Walkman. En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma 3e main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne viendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Voilà, une petite introduction ludique, et qui représente bien, voilà, comme une génération qui a grandi avec Internet, société numérique, parle d'elle-même. Et effectivement, les jeunes que vous rencontrez, c'est les jeunes quasiment de la génération d'après, eux. Voilà. Donc vous voyez comment ça façonne une certaine culture, un certain rapport à l'autorité, au temps, à l'espace, à l'information, voilà, c'est tout ça qu'on va décoder ensemble. Alors pour le décoder, et pour prendre l'importance de ces changements-là, je vais essayer de décoder devant vous cette nouvelle langue, ce que j'ai appelé le numérique pour les nuls, parce qu'il y a beaucoup de peur, d'appréhension ou de paralysie qui peuvent provenir du fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et effectivement, quand on n'a pas l'impression de maîtriser un phénomène, le réflexe, eh bien, c'est que ça paralyse, c'est peur et que ça inhibe. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qui, à mes yeux, donc d'autres vous direz d'autres choses, mais ce qui, à mes yeux, sont les 3 inventions majeures qui expliquent le numérique et ce qui se passe aujourd'hui. 3 inventions majeures, vous allez voir, qui sont hyper simples, parce que le numérique, vous allez voir, c'est simple, et qui posent des défis éducatifs énormes, malgré la simplicité de ces découvertes. Allons-y. La première, c'est du côté de ce qu'on appelle le passage de l'analogique au numérique. L'analogique, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment arrive ce que je suis en train de vous dire, parce que je prononce de ma voix, et ça arrive à vos oreilles, voilà, par les haut-parleurs qui reprennent mon son. Donc on est du côté d'un signal qui est continu, qui est le signal qui est propagé par l'air et qui arrive à vos oreilles. Voilà. Donc ça c'est de l'analogique, et l'information, elle est transmise de manière continue. Si je me tais, il n'y a plus d'information. Donc, mais en revanche, dès que je parle, une information qui continue et vous entendez. Tout le temps, voilà, quand je parle, vous entendez, quand je ne parle plus, vous n'entendez plus rien. Là, il y a un théorème mathématique hyper simple, moi qui m'a bluffé quand j'étais élève ingénieur, qui est le théorème de Shannon, qui consiste à dire, et c'est de la mathématique à l'état pur, vous transmettez une information, un signal, de manière continue, ou de manière complètement discontinue, par des échantillons. Ce que vous voyez sur le schéma, simplement transmettre la valeur du signal que de temps en temps. Pas tout le temps, que de temps en temps. Eh bien, Shannon vous montre mathématiquement que vous ne perdez aucune information du signal. Vous avez un théorème qui vous démontre ça, je pourrais faire la démonstration. Si vous avez une bonne fréquence pour échantillonner un signal, vous ne perdez
aucune information si vous transmettez que ces échantillons, au lieu de transmettre en permanence la valeur à chaque moment, à chaque instant, à chaque millionième de seconde, la valeur du signal. Il suffit de la transmettre que de temps en temps. Alors vous voyez, ça c'est la première révolution du numérique, c'est-à-dire vous passez d'un monde continu à un monde discontinu. Vous passez à un monde où il y a plein de nuances, à un monde où c'est une fois de temps en temps, séquentiel, point par point. Auparavant, vous aviez, pour transmettre une grandeur physique, comme la voix, comme des ondes que vous entendez. Maintenant, vous transmettez une grandeur qui est complètement artificielle, mathématique, des chiffres. Et le résultat, à la perception, est identique. Vous voyez, ça c'est la première, on pourrait dire, grande rupture et un grand défi éducatif de ce monde numérique. Passer d'un monde continu avec plein de nuances, etc., à quelque chose qui est séquentiel et que de temps en temps. Et ça vous explique le fait que sur une ligne téléphonique, si vous n'êtes plus obligé de transmettre toujours la voix, mais simplement que de temps en temps, entre deux échantillons d'une voix, vous pouvez faire passer l'échantillon d'une autre voix, puis il reste encore de la place, donc vous pouvez mettre aussi des échantillons d'une troisième conversation, puis d'une quatrième. Donc du coup, sur un seul support, au lieu d'avoir qu'une seule conversation, vous en mettez 10, 20, 30. Et comme ces schémas arithmétiques, on les perfectionne, ben vous voyez que vous pouvez de plus en plus mettre de choses sur un même tuyau. 12 sur votre chaîne de télévision, maintenant, vous avez combien de chaînes? Ça continue d'exploser. Vous voyez le principe? Voilà. Et ça, c'est un défi éducatif énorme. Le passage d'un monde continu, naturel, à un monde complètement artificiel, coupé, et c'est magique, vous n'avez aucune perte d'information. Voilà. Ça, c'est bluffant. Ça, c'est la première dimension essentielle, je dirais, dans mon numérique pour les nuls. Deuxième dimension, c'est le codage binaire. Alors ça, c'est vraiment génial, et là aussi, c'est bluffant. C'est que les gens vont vous dire, bon, maintenant, on a gagné déjà en espace, puisqu'on ne transmet que de temps en temps une information. Alors cette information, au lieu de vous dire que c'est 1,700 402, on va tout vous coder en 0 ou en 1. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de faire une langue plus simple. C'est oui ou c'est non. Ce qui veut dire qu'en termes électroniques, par ces fameux petits transistors, c'est le courant passe, le courant passe pas, le courant passe, le courant passe pas. Le courant passe 1, 0, 1, 0. Et si vous avez des machines qui calculent de plus en plus vite, ben vous pouvez envoyer de plus en plus de 0 et de 1. Et vous voyez, l'avantage de cette langue universelle, c'est qu'elle peut tout dire, tout coder. Un texte, une image, une musique, un tableau, une conférence, une équation mathématique, tout, une vidéo. Pour la première fois, l'humanité invente une langue qui se joue, qui se rit de tout ce qu'elle transmet, puisque tout peut être codé en 0 et en 1. Vous voyez la puissance universelle de ce langage-là? Et du coup, auparavant, sur une ligne téléphonique, on faisait passer que de la voix. Ben maintenant, vous pouvez faire passer des images, vous pouvez faire passer de la musique haute fidélité, il n'y a aucun problème. La ligne, elle fait passer que des 0 et des 1. Ce qu'on appelle la convergence de tous les supports. Et du coup, avec cette langue, ben, c'est plus vous qui lisez. Vous avez des lecteurs. Ce sont des lecteurs électroniques qui lisent pour vous ces 0 et des 1, qui les traduisent pour que vous puissiez les voir, les entendre, les toucher. Donc il y a une sorte de transfert de l'acte de lire de l'être humain à la machine, puisque ça ne fonctionne qu'avec des 0 et des 1. Et puis l'autre avantage numérique, il est encore ailleurs. C'est le petit schéma que vous avez. Un des problèmes avec l'analogique, c'est que si jamais il y a du bruit, vous avez du mal à entendre. Le message est brouillé. Et si je me mets au hall d'accueil et tout, vous aurez du mal à m'entendre parce que les murs filtrent le bruit. Avec le numérique, ce problème-là disparaît.
Parce qu'effectivement, quand vous allez transmettre un 1 ou un 0, ce ne sera jamais un 1 parfait, ni un 0 parfait. Ça va être un 1, ça va être un 1,1, 0,9, ça va fluctuer, c'est normal, il y a du bruit. Et pareil, votre 0, ce sera jamais du 0, ce sera du 0,1. Mais à l'autre bout de la ligne, la machine qui entend votre signal, elle ne comprend que 1 ou 0. Donc elle entend du 1,1, 1,2, 0,9, elle dit bah, c'est du 1. Elle entend du 0,1, moins 0,2, ben ça c'est du 0. Donc elle décode parfaitement le 1 et le 0 en éliminant tout le bruit. Ce que l'analogique ne pouvait jamais faire. Du coup, vous avez une transmission qui est parfaite, puisque le signal n'est plus détérioré. Vous écoutez un CD audio, vous regardez un film de haute définition, c'est parfait, il n'y a pas de bruit. L'image est nickel. Vous avez vu, comme vous savez, des vieux films à la télé ou au cinéma, l'image qui est un peu palote, le bruit qui est un peu... Non, ça c'est fini. Donc vous voyez l'enjeu éducatif énorme par rapport à une langue de ce type-là, qui est du côté de la perfection, qui vous donne tout de suite, comme vous voulez, et c'est parfait. Un des enjeux, par exemple, pour des mélomanes, ils disent c'est terrible, les gens ne supportent plus des concerts de musique classique parce qu'ils trouvent que c'est trop gênant, parce que les gens toussent, etc. Donc préfèrent écouter un bon musique, concert de musique chez eux. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon concert de musique? Vous voyez la puissance de cette langue-là qui s'affranchit de tout support, qui code tout sur la même chose, de manière efficace, et avec une langue simple, c'est que ça marche pas. Alors, du coup, vous voyez avec le numérique, ce qu'on a eu tout à l'heure, ça marche tout le temps, mais parfois, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une très grande vulnérabilité du numérique. Et vous voyez, même au niveau de la langue française, on se fait piéger. Numérique, c'est valorisant. En fait, c'est du binaire. Ça, c'est moins valorisant. Au lieu de dire, moi je travaille dans le numérique, ah, c'est clair. Je dis, moi je travaille dans le binaire, ah, mon pauvre. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Donc, vous voyez comment aussi notre langage va valoriser des techniques qui sont en elles-mêmes, enfin primaires, c'est du 0 et du 1, c'est du oui, c'est du non, c'est ça passe pas. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a des machines qui font ça de plus en plus vite, etc., de plus en plus performantes. On n'a pas fini d'atteindre les limites physiques de ces théorèmes, de la rapidité des calculateurs, etc., etc. On voit bien que c'est de plus en plus petit, de plus en plus puissant, voilà. Parce qu'effectivement, comme tout est coté comme ça, on peut... La recherche continue. Et vous voyez, voilà. Vous pouvez faire le petit exercice, c'est très sympa à faire si vous avez encore, parce qu'on en trouve de moins en moins, mais un lecteur portable de CD. Vous mettez votre morceau de CD préféré, et vous le secouez un tout petit peu. Au début, vous le percez, après vous le secouez. Bon, vous introduisez du bruit, c'est-à-dire qu'il est perdu parce qu'il peut perdre la piste, mais il arrive à récupérer. Voilà. Et à un moment donné, il y aura trop de bruit, et du coup, le 1 va être un 0,5, le 0 va être un 0,5, il ne pourra plus, il ne sera plus, donc il va s'éteindre. Il ne va plus marcher d'un seul coup. Vous n'aurez pas les grésillements comme avec des vieux micro-signons, bien on peut encore entendre. Non, là, ça marche pas. Vous voyez les enjeux, enfin, je pense que vous devez commencer à deviner les enjeux pédagogiques qui à travers ce mode de fonctionnement qui peut déteindre sur nous. Ça marche pas, c'est oui, c'est non. Troisième invention, qui est moins technique, même si, vous allez voir. Alors ça, c'est une invention qui ne vient pas des modèles mathématiques, c'est une invention qui vient des archivistes, et notamment des archivistes du Centre européen de recherche nucléaire à Genève, du CERN. Un des problèmes des chercheurs en matière scientifique, c'est d'avoir un accès non seulement rapide, mais surtout pertinent dans la masse de documents accumulés par des années et des années de chercheurs. Où trouver l'information utile? Et là, il y a un type qui a une idée géniale, plutôt que de classer par ordre chronologique ou par ordre thématique ou je ne sais pas trop quoi, il dit on va chaîner tous ces documents par mots-clés. Pour qu'en fait, quand je tire un document, d'autres viennent parce qu'ils utilisent le même mot, etc. Donc c'est ce que nous connaissons tous du côté des hyperliens. Et ça, c'est une manière de faire, c'est comme le numérique, c'est extrêmement simple. C'est une manière de chaîner les documents les uns les autres par des mots. Et ça, c'est ce qui va populariser aussi l'informatique. Quand j'étais petit, pour faire de l'informatique, on écrivait encore des codes informatiques. Maintenant, plus personne n'écrit des codes informatiques. Il y avait toutes les interfaces graphiques
que nous connaissons, les clics de souris, ça a complètement démocratisé l'accès à cette société numérique. Et vous voyez là l'enjeu éducatif énorme. Un système comme ça n'a rien à voir avec, par exemple, un livre. Un livre, vous avez une couverture, une première page et une dernière page, sur un site internet, sur un CD-ROM, sur une clé USB. Vous n'avez pas de première page. Au mieux, vous avez un écran d'accueil, ce qui dit tout à fait autre chose. Et la dernière page, où est-ce qu'elle est? Il n'y en a pas. La dernière page, c'est vous qui la décidé quand vous arrêtez. Il y a autant de dernières pages que d'utilisateurs qui quittent un site internet ou qui sortent d'un CD-ROM. Une page, 2 pages, 3 pages dans le livre, c'est super, les pages elles sont numérotées. C'est séquentiel. Sur internet, il n'y a aucun numéro de page. C'est vous qui faites votre propre pagination, d'une certaine manière. Vous voyez, il y a un rapport à l'information, un rapport de lire ou de naviguer, surfer. Là aussi, tout le vocabulaire qu'on utilise dit bien le changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Et finalement, dans cet océan infini, de choses de plus en plus en lien, c'est vous qui décidez de la clôture. C'est vous qui décidez du début et de la fin. Même si parfois, et on fait tous cette expérience, c'est difficile de terminer. Qui d'entre vous n'a pas parfois des problèmes pour éteindre l'ordinateur, pour dire, bon ça va, j'avais suffisamment surfé, quoi. Vous voyez, là, voilà, des défis éducatifs énormes qui sont en train de venir grâce à ces choses, entre guillemets, simples, de l'invention numérique. Alors du coup, vous voyez, la question qui peut nous intéresser, c'est quelle forme d'intelligence, du coup, est en train de venir. Alors là, je vais complètement brouiller les cartes. La forme d'intelligence, Saint Ignace de Loyola, ça c'est ma tradition spirituelle, exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, donc là, on est en 1540, et vous allez voir comment ces formes d'intelligence ne sont pas nouvelles, mais ont toujours existé. Là, vous avez la deuxième des 3 manières de prier qu'Ignace de Loyola propose dans ses exercices spirituels, comme une des manières possibles, à un moment donné, de proposer un exercice spirituel à quelqu'un. Deuxième manière de prier, étant à genoux ou assis, selon qu'on s'y trouve plus disposé, accompagné de plus de dévotion, dans les yeux fermés ou fixés sur un endroit, sans les laisser aller ça et là, on dira Pater. Donc c'est la prière du Notre Père, en latin, Pater. Donc on commence par dire Père. Et on restera dans les considérations de ce mot aussi longtemps que l'on trouvera des significations, des comparaisons, du goût, de la consolation, dans les considérations qui se rapportent à ce mot. Traduit en langage moderne, tu cliques sur le mot Père, et tant qu'il y a des liens qui se font dans ta tête, dans ta mémoire, dans ton infectivité, tu restes sur le sens de ce mot. Et la manière dont ce mot te parle, par les connexions qu'il établit avec ton affectivité, ta mémoire, ton intelligence. Et vous voyez ce que dit Ignace, et on restera dans la considération de ce mot aussi longtemps qu'on trouvera des significations, des comparaisons. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire toute la prière. Le Notre Père n'est pas un programme informatique à faire du début à la fin. Une bonne prière ne va pas être la prière qui va aller au bout. Une bonne prière, c'est de pouvoir demeurer tant qu'il se passe quelque chose et tant que je fais des liens. Et du coup, c'est ce qu'il est dit dans le paragraphe suivant, si quelqu'un, en contemplant le Pater Noster, on contemple des mots, et bien tant qu'il trouve dans un ou deux mots une bonne matière pour la pensée, de goût, construction, qui ne se soucie pas d'aller plus loin, même si l'heure devait se terminer sur simplement un mot. Et après il dit, la prière terminée, on s'adresse en peu de mots à la personne à qui la prière avait été adressée, c'est-à-dire qu'on reprend la parole pour parler. Une forme d'intelligence qui dit, l'essentiel, c'est pas de dire tout Notre Père, ça peut être de rester sur notre, le mien, le tien,
le nôtre, celui des Chinois, celui des Français, l'autre. Père, mère, papa, fils. Et vous voyez comment ces liens, ces connexions, petit à petit, donnent sens et introduisent à une relation avec Dieu. Voilà. Petit passage, vous voyez, par la Renaissance, pour vous montrer que ces nouvelles techniques ne sont pas forcément si nouvelles par rapport à la forme d'intelligence qu'elles peuvent solliciter. Et que, dans vos traditions éducatives, voilà, dans l'histoire de vos congrégations, pour ceux qui sont des établissements congrégalistes, dans les figures marquantes de certains diocèses, de saints, il y a des choses de ce type-là. Sur une manière de se rapporter autrement que de faire. On continue. Quelques repères pour avancer. J'en donnerai 4. Premier repère qui, pour moi, finalement, est peut-être le plus important. Si vous avez une chose à retenir, si vous pouvez retenir ça, ce serait génial. C'est que la technique, les objets techniques ne résolvent pas tout. Petit exemple. Années 90. Au moment où Internet commence à se populariser et où il est de bon ton d'avoir une adresse de courrier électronique personnelle. Côté jésuite, Jésuite de France. J'en parle au provincial, le responsable des Jésuites de France. Thierry, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une adresse de courrier électronique? Ça sert à rien, puis tu sais, c'est passager, c'est la mode, ça va pas durer. Franchement, non, pas du tout. Ouais, écoute, Jean-Noël, enfin si, tu vois bien, les jeunes y sont, ça va réussir les affaires. Oh, mais tu sais, non, pas du tout. Bon, très bien. Conflit de génération, classique. 6 mois après, téléphone, le même Jean-Noël, provincial. Thierry, tu peux venir me voir? Pas de problème, Jean-Noël. Ah, j'ai une réunion à Bruxelles, des différents provinciaux et tout, des jésuites, tout. Ah ben, ils se sont échangés leur adresse mail à la fin, j'étais le seul à ne pas en avoir. Finalement, il faut peut-être il faut peut-être qu'on reprenne le sujet. Donc souvent, c'est le ridicule, le fait de paraître complètement obsolète, qui produit le déclic. Et le même Jean-Noël, du coup, et c'est typique, on tombe tous dans ce travers-là, c'est génial, Thierry. On va donner une adresse de courrier électronique en jésuite.com à tous les jésuites de France, et du coup, les mecs, enfin, ils vont communiquer et s'échanger des informations. Moi, je dis, mais Jean-Noël, tu te plantes. C'est pas parce qu'un jésuite, tu vas lui donner une adresse électronique que le mec, il va se mettre à communiquer. S'il n'a pas de désir de communiquer, s'il n'a pas l'envie d'être en relation avec ses frères, tu pourras lui donner tout ce que tu veux. C'est jamais, jamais, jamais la technique qui crée le désir. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux dire par cet aspect-là. La technique, ça ne résout pas tout. On connaît tous des établissements qui ont des TBI, des vidéoprojecteurs, des tablettes, des machins. Ah oui, non. Et quel projet pédagogique? Comment une communauté éducative s'en empare? Comment un projet est réfléchi ensemble? Qu'est-ce qu'on se désire faire ensemble et avec nos élèves? Et en vue de quoi? C'est ça qui est premier. Et jamais, jamais, jamais la technique. Et vous voyez, c'est ça, la force du numérique, c'est qu'il y a une telle prégnance, une telle facilité et tout, que ça en vient à oublier l'essentiel et à se substituer à ce qui est premier chez chacun d'entre nous, c'est le désir. Ce que nous voulons, ce que nous recherchons. Et ça vaut aussi pour vos élèves. Les aider à avancer sur la clarification de qu'est-ce qu'ils désirent, non pas une véritable de caprice, non pas en termes de besoin, mais au plus profond d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Vous voyez la petite difficulté? Et ça, c'est simple à résoudre, hein. C'est une question de bon sens. Vous avez quelque chose de très important à dire à quelqu'un. Mais vraiment, mais d'essentiel. Vraiment d'essentiel. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui est mieux? Je lui envoie des chocolats, je lui envoie des fleurs, je téléphone, je lui envoie un SMS, un mail, je lui donne rendez-vous, je l'invite avec des amis, puis comme ça, au cours de la conversation, paf, je lui dis. On a tous ce réflexe-là.
quand vous avez quelque chose d'important à faire, vous ne vous précipitez pas tout de suite sur le premier moyen. Parce que vous voyez bien qu'une relation par SMS produit des choses, qu'une relation par email ne produit pas, qu'une conversation ne produit pas non plus, que des chocolats ne produisent pas non plus. Donc on a cette intelligence pratique des situations où, en fonction de ce que je veux et désire, bien on choisit. C'est ce que je veux dire à travers cette vérité importante, que les techniques, les objets techniques ne résolvent pas tout, et surtout ne tombez pas dans ce piège. Et prenez le temps de dire, finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que nous voulons entreprendre une classe, dans un établissement, sur un niveau? Quel est notre projet? Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de mails que je reçois. Je ne réponds pas par mail. Je réponds par téléphone. Ah, Thierry, tu m'appelles, c'est sympa, j'ai pas rien à mettre. Oui, c'est pour ça que je t'appelle, pour te répondre. Parce que la question posée par le mail n'est pas du côté du oui ou du non. Vous savez que le mail est quelque chose de lapidaire. On n'est pas dans les nuances, hein, mais on y va cash. Et souvent, il y a des blessures relationnelles qui sont générées par des emails qu'on envoie et qui sont interprétés tout à fait autrement que l'état d'esprit dans lequel on a tous ça. Donc pour des questions un peu délicates, en plus on ne sait pas la réponse où elle va suivre après. Transfert. Ah, le père Mandeli m'a dit que... Je l'appelle. Ah bon, du coup ça permet de comprendre pourquoi la question a été posée. Enfin, vous voyez tout... L'intelligence pratique. Se redonner la main sur cette intelligence pratique-là. Et ça, c'est un défi majeur du numérique dans l'éducation. Et vous voyez, il concerne autant les élèves que nous. Deuxième repère pour avancer, ce que j'appelle croiser la dimension individuelle, personnelle et collective ou communautaire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que un des pièges de parler du désir, c'est d'en faire un truc hyper individuel, mon petit désir à moi, ce que je veux, etc. Donc c'est comment passer d'un désir personnel à un désir avec d'autres. Comment faire société? Et cette dimension de la communauté, de la société, vous savez que c'est dans l'ADN de la société numérique. Au CERN, ces chercheurs, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir mieux davantage communiquer entre pairs, entre chercheurs, donc mise en commun de la documentation. Le courrier électronique a été inventé au début pour la communauté scientifique, pour échanger entre pairs, de manière généreuse, faire profiter à d'autres de ces trouvailles, de ces découvertes, sans esprit de concurrence, mais avec un esprit d'entraide fort. C'est ce qui a fait le succès des forums de discussion. Quand on a un problème, en tout cas, je sais pas vous, moi quand j'apprends sur mon ordinateur, je mets ma question sur Google, il y a des forums de discussion qui me donnent la réponse, parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de partager leur savoir-faire et j'en profite. Donc il y a une utopie très forte du côté du réseau, de la communauté, entre pairs, égalité, partenariat, connivence, même si on ne se connaît pas. Le succès de Facebook, c'est ça. Le partage des savoir-faire, le troc, tout ce qu'on redécouvre, c'est de ce côté-là. Et ça aussi, au niveau pédagogique, on sait faire. Et depuis longtemps. Alors j'apprends ma casquette jésuite. Désolé, c'est la traduction que je connais la mieux, mais ça peut exister dans d'autres traditions. Hein. C'est pas pour dire que les jésuites, c'est pas la panacée. N'interprétez pas comme ça. Mais je parle que de ce que je connais. Désolé. Donc côté jésuite, quand vous lisez ce qu'on appelle le ratio Suduro, c'est-à-dire la manière dont au XVIe siècle, il a été codifié la pédagogie dans les établissements jésuites du monde entier, moi je suis scotché. Sur une journée de classe, alors déjà il a inventé le concept de classe, c'est-à-dire le fait de mettre les élèves par niveau, ce qui ne se faisait pas avant. Donc il y avait bien l'idée de créer une communauté homogène au niveau des centres d'intérêt et de niveau, plutôt que de mélanger les âges, etc. Là, sur une journée, entre guillemets, de cours, les cours magistraux, c'était au maximum 1 heure. Tout le reste après, c'était les élèves qui répétaient entre eux, qui s'exerçaient, qui s'entraînaient par petits groupes, des écuries, par groupe de 10, qui se répétaient les leçons entendues, ce qui est une manière de vérifier si les autres comprenaient ce que je redisais. Et d'une certaine manière, on sait très bien qu'on apprend pour soi-même qu'en apprenant aussi à d'autres. Et le fin du fin, c'était d'organiser ces joutes oratoires, ces disputations entre élèves,
sur un sujet où la réponse n'est pas du côté du oui ou du non, et voilà, il faut débattre. Et où la vérité, ces vérités il y a, se trouvent dans la discussion. Et vous voyez le vecteur formidable du principe de l'émulation, de travailler avec d'autres, ensemble, en partenariat. Donc ça, la question que nous pose le numérique, c'est quel partenariat ou quelle co-responsabilité entre professeurs et élèves. Vous voyez, j'ai mis une parenthèse partout pour dire que ça peut être entre professeurs et élèves, ou simplement entre professeurs, ou simplement entre élèves. Ces affaires-là, ça marche à différents niveaux. Et en termes de co-responsabilité, c'est une manière de gérer cette communauté entre pairs, même si un prof restera toujours un prof, et un élève, toujours un élève. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est pareil. Mais en termes de co-responsabilité dans la tâche éducative, qu'est-ce qu'on peut se confier mutuellement? Quelles règles on peut se donner pour avancer ensemble? Et les outils numériques sont des appuis formidables pour retrouver tout ce que vous connaissez mieux que moi du côté de la pédagogie active, etc. Revisiter nos fondamentaux dans les repères pour avancer. L'accompagnement personnel. Ça commence à devenir un peu la tarte à la crème, vous savez, l'accompagnement. Tout le monde en parle, même l'éducation nationale, bon, très bien. Je vais vous donner un petit exemple sur la manière dont, pour nous, dans la tradition spirituelle, des exercices spirituels, on réinvente la notion d'accompagnement. Avec nos copines religieuses, on a créé il y a 15 ans un site internet pour faire des retraites en ligne. Proposer aux gens de faire une retraite au lieu d'aller dans un centre spirituel, ils vont sur internet. On a été évidemment incendiés par tous nos papis et mamies en disant mais vous brisez un des tabous de la spiritualité ignatienne, qui est l'accompagnement personnel face à face. Comment pouvez-vous accompagner des gens que vous n'allez jamais voir? Et vous ne savez même pas si c'est un homme, une femme, un jeune, un vieux, surtout. Non, on ne sait pas, on va voir. Faisons le test. Et on s'est donné un certain nombre de règles. Et du coup, on a pu toucher des personnes qui n'auraient jamais fait le premier pas pour aller dans un centre spirituel. Et surtout, on avait des lignes de conduite assez précises. Quand les gens posaient des questions trop personnelles ou trop intimes, on leur disait, vous savez, c'est pas par Internet ou par email que vous allez avancer, mais dites-nous où vous habitez, nous on vous donne des adresses, et vous pourrez rencontrer des gens. Et là, vous avez 50% de gens qui répondent, 50% qui ne répondent pas. Très bien. Et ceux qui répondent, alors j'habite en Papouasie. Ah, bon. Donc là, c'est l'intérêt d'être dans des congrégations internationales, vous cherchez des contacts, ça marche. Je suis en Patagonie. Bon, on trouve. Ça, c'est un des bienfaits de la mondialisation. Je suis à Paris. Ah. Je suis en Belgique. Ah. Donc, il y a des nouvelles formes d'accompagnement à trouver, sans perdre de vue que ce qui est essentiel, à travers toute forme d'accompagnement, réel, virtuel, tout ce que vous voulez, c'est quel type de présence, finalement, auprès des élèves et des élèves eux-mêmes. Vous voyez, présence au type de paroles échangées en vérité. Et parfois, des emails, des forums peuvent aider à accéder à une parole en face à face qui, dans un premier temps, est peut-être trop dur à dire. Ou parce qu'il y a une confiance ou une relation qui n'est pas encore établie. En même temps, on voit bien le piège d'entretenir les gens dans un faux relationnel imaginaire numérique où il n'y a jamais de rencontre, donc de présence face à face. Et ça, au niveau pédagogique, ben voilà, avec les espaces numériques de travail, les emails, Facebook, tout ça, c'est inventé. Et vous voyez, toujours sans diaboliser, dire c'est la panacée, ça va tout résoudre. Non, non, non. Mais c'est comment ça fait déplacer des questions, comment ça permet d'avancer. Apprendre dans un monde connecté. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Le fait d'être sollicité tout le temps par son téléphone, d'être sollicité, il y a un besoin compulsif. Hein. Je pense que plusieurs d'entre vous sont comme moi. Parfois, on peut avoir le critique, regardez tous les 10 minutes si j'ai pas reçu un email. Et comment ça se fait qu'il n'a pas encore répondu? Oh, si c'est Internet, 30 secondes pour la page d'accueil, c'est intolérable. 30 secondes, mon Dieu. On participe de ça. Donc, quelle éducation dans un monde comme ça? Alors là, l'exemple que j'aimerais prendre devant vous, ce n'est pas celui de l'établissement scolaire, c'est celui de l'entreprise. Où c'est une vraie problématique dans les entreprises.
parce que les gens ne travaillent plus et répondent aux mails. Et que dans une société où vous pouvez vous sentir en insécurité, voilà, vous ouvrez le parapluie, donc au lieu d'envoyer un mail à une personne, vous l'envoyez effectivement à la personne, vous mettez 50 personnes en copie et 20 en copie cachée. Ce qui fait que tout le monde reçoit, je ne sais pas, 100, 150 mails, 200 mails par jour. Comment vous voulez traiter l'information? Vous êtes noyé. Et on assiste aujourd'hui dans plusieurs entreprises à une sorte de dépression, de déprime des salariés à cause de la saturation de l'information. Et le fait de ne plus avoir le courage de déconnecter, de faire des pauses, de dire stop. Donc, vous voyez, la difficulté d'être toujours connecté en permanence, c'est marqué vers quelle unification intérieure, c'est-à-dire comment ces connexions qui nous projettent toujours vers l'extérieur, comment les contrebalancer sur qu'est-ce que ça nous fait du côté de l'intériorité. Le mot a été prononcé tout à l'heure en introduction. En guise d'ouverture et d'encouragement, c'est une conclusion qui ne veut pas terminer, mais qui veut ouvrir. L'éducation au regard de la société numérique concerne les jeunes comme les adultes. La tentation, c'est de croire que c'est que le problème des jeunes. C'est aussi notre problème à nous. Et que certainement les jeunes ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont un certain nombre d'habitudes que nous on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Donc il y a certainement un type de partenariat inventé, et du coup c'est la question, c'est comment faire société avec ces questions-là, sachant que ce sont des questions en général assez discriminantes entre générations. Et c'est clair que ça va continuer au niveau des inventions technologiques. Ça ne va pas s'arrêter, au contraire. Une des questions que Bruno m'avait posée, c'était est-ce qu'il y a une attitude de fond finalement à tenir par rapport à cette culture numérique? Quelque chose où on se dit là, vraiment, il ne faut pas lâcher. Alors, c'est pas mal coltiné cette question, je me suis dit, tiens, finalement c'est une bonne question ça. Et je me suis dit, s'il y a certainement une attitude de fond à avoir aujourd'hui, ce que j'observe, par exemple, chez mes frères jésuites, ou dans les établissements scolaires que je visite, c'est le rapport au temps, aujourd'hui. Je me suis dit, finalement, c'est peut-être ça notre hypermodernité, le défi numéro 1. Au temps d'Ignace de Loyola, leur défi, c'était la découverte du monde, la découverte des Amériques, la découverte d'autres cultures, d'autres manières d'être homme, d'être femme. Et du coup, avec les jésuites et tant d'autres après, c'est l'apparition des missionnaires, de la mobilité, de bouger, de découvrir, de circuler dans tout l'espace. Voilà. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la même difficulté que nous avons, mais par rapport au temps. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps et comment on aide les jeunes à entrer dans le temps? Avec ces trois dimensions d'histoire, de présent et d'avenir. Comment aider les jeunes à avoir une mémoire active de leur histoire? Comment prennent-ils conscience qu'ils s'inscrivent dans une histoire? Moi, je peux vous dire, petit ingénieur télécom, mais c'est la compagnie qui m'a sauvé. Les études scientifiques, l'histoire, mais ça n'a aucun intérêt. Quel crédit, quelle importance de l'histoire? Rien à foutre. Franchement. Il a fallu du temps pour moi que je comprenne l'importance de m'inscrire dans une histoire qui m'a façonné. Ce n'est que bien tardivement, en faisant de la théologie, j'ai commencé à lire les textes de Vatican II, et où j'ai commencé à décoder les problèmes qu'on affrontait en Église aujourd'hui. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Catéchisme, j'ai jamais eu ça, avec la vie scolaire, j'ai jamais eu ça. Mes parents n'ont jamais parlé. Alors c'est hyper important de décoder ça. Et pas, vous voyez, une mémoire pour encombrer la mémoire, mais une mémoire qui aide à comprendre le présent. Et ça, c'est pas valorisé par la société numérique. Parce que le flot d'informations fait que c'est le présent qui chasse le présent. Donc il faut réactiver cela. C'est une question anthropologique fondamentale, le rapport au temps. La deuxième, une capacité à être présent. Et pour moi, le critère essentiel pour dire que quelqu'un est présent, c'est s'il est capable de parler et de dire « je ». D'avoir en face quelqu'un qui lui répond « tu ». La conversation. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un petit dessin sur l'évolution sociologique des familles en France et ailleurs, les moments où des enfants, ou des adultes en face d'eux, qui les écoutent, et où les gamins peuvent dire « je », un adulte, qu'un adulte répond, c'est devenu très rare. Et que l'école est certainement un des derniers lieux où ce type de relation de communication est essentiel, et construit aussi l'adultes.
Et puis vous avez la confiance entretenue pour oser transformer le monde, ça c'est l'avenir. Oser avoir de grands rêves. On a tous fait des grands rêves quand on était jeunes. Et aujourd'hui, c'est comment autoriser les plus jeunes à avoir suffisamment confiance en eux, d'avoir des gens qui leur font confiance pour qu'ils puissent rêver. Alors viendra le temps après, on pourra faire le tri entre leurs rêves, ceux qui sont complètement fous et ceux qui sont vraiment réalisables. Les pétards, qui rêvent, qui puissent avoir de grands désirs. Ce qu'on a tous fait quand on était gamin. Et ça, il faut l'entretenir. Parce que c'est une manière de se projeter dans l'avenir qui est essentielle dans la construction de la personnalité humaine. Notre culture change, comme elle a déjà changé dans l'histoire. Et la culture, vous voyez, c'est une manière de se rapporter les uns aux autres, au temps, à l'espace, à la parole. Et du coup, de plus en plus, je trouve que la mission d'éducation, et c'est aussi la manière dont nous on parle, jésuite, notre mission jésuite, c'est de faire des ponts et des passerelles entre ces différentes cultures. Parce que si jamais personne ne prend le temps d'aller construire des ponts pour rejoindre notre culture, qui le fera? Et le mot de la fin, je vous laisserai, si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez trouver sur Internet le message du pape pour la journée de communication sociale, où il est capable de dire qu'Internet est un don de Dieu. Et ça, pour moi, c'est la base dans l'Évangile. Jésus, un regard bienveillant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un regard lucide. Vous pourrez lire sur la manière dont il voit très bien les dangers. En même temps, les potentialités, ce qui est possible, et réjouissons-nous. Et allons-y. Et avec notre sens critique, avec notre intuition, avec notre vieille culture du livre, ce n'est pas un problème. Elle n'est pas obsolète. À condition qu'elle nous aide à faire ces ponts pour aider les enfants à se construire eux-mêmes dans une société numérique. Merci. Bien, écoutez, on va faire comme nous avons déjà fait hier, c'est prendre des questions et des remarques et des témoignages. N'hésitez pas, qui veut bien ouvrir les échanges. Même des oppositions, des contradictions, il n'y a aucun problème, comme je l'ai dit. Pas la science infuse, loin de là. Est-ce qu'il veut bien commencer? Et la difficulté à prendre la parole, à dire je. Il n'y a pas que. Aujourd'hui, on a une société où c'est une vraie difficulté. Enfin, ça rejoint aussi les questions démocratiques, de la vie politique en France. Allez, qui ose? On prendra plusieurs questions. Hein. Voilà, on va en prendre plusieurs, on ne va pas faire questions-réponses. On va prendre une brassée de questions et voilà. On verra comment on avance après. J'ai une réaction, enfin je partage pratiquement 100% le message. Non, c'est vrai, il est vrai. Je parle plus près. Voilà. Manger le micro comme si c'était une glace. Merci pour cet exposé dont je partage le fond de façon assez importante. Pour moi, il y a une question très difficile à gérer en tant qu'adulte qui accompagne des enfants aujourd'hui. Adulte citoyen, loyal, c'est quand même très important. C'est-à-dire loyal au système éducatif dans lequel on travaille, loyal à la société dans laquelle on travaille. Vous l'avez dit très clairement, les phénomènes de concurrence ou de compétition n'ont pas de sens dès qu'on veut donner une direction spirituelle à son activité éducative. On s'aperçoit très vite que la question de la concurrence est absurde et qu'on n'est pas là pour vivre en concurrence les uns contre les autres, etc. Alors que c'est un fondement même du système économique dans lequel nous vivons et que sur le marché du travail, on se trouve en concurrence avec nos collègues, etc. Comment on pourrait soulever d'autres contradictions comme ça qui sont très difficiles à gérer du point de vue individuel. C'est la question de la valeur. Vous avez soulevé la question comment faire société, voilà, c'est ça, juste dans votre conclusion. C'est-à-dire vivre ensemble et apporter quelque chose qui fait valeur à soi et aux autres, et en établissant des passerelles. Mais dans le système qui mesure la valeur de notre action aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle la comptabilité,
qui vous confrontent dans nos organismes à des modes de gestion, où ce qui fait vraiment valeur dans notre action éducative, par exemple, c'est le développement personnel et professionnel des élèves qu'on accompagne, c'est la façon dont on éclaire, dont ils s'approprient finalement le monde et qu'ils se construisent à partir de notre action éducative. Et ça, dans la comptabilité française, celle de l'établissement, celle de la nation, ça ne vaut pas un copec. Donc là j'ai une deuxième contradiction à gérer, c'est, puisque vous parliez à l'instant même de démocratie, c'est comment je fais moi aujourd'hui pour vivre un projet éducatif qui cherche à construire l'humanité plus heureuse, plus épanouie, etc. Alors que les indicateurs que la société utilise aujourd'hui ou que mon patron utilise pour reconnaître la valeur sont différents et inappropriés. Donc comment je gère ce décalage-là? Merci. Une deuxième question devant. Olivier. C'est dans le même sens, mais j'aimerais que vous insistiez plus sur l'enjeu de formation, surtout concernant nous qui sommes enseignants, comment accepter nos limites dans le domaine technique et continuer à oser faire des projets avec les élèves dans ce sens. Merci. Une question là-bas au fond aussi. Vous avez dit au cours de votre exposé, la technique, les outils techniques ne résolvent pas tout, mais s'ils ne résolvent pas tout, cela signifie qu'ils résolvent un certain nombre de choses. Alors, que résolvent-ils? Merci. On va peut-être déjà commencer par ce premier. Oui. Voilà. Alors, sur la question des limites, je pense que ça, c'est un point qui vient peut-être le plus interroger un imaginaire qu'il peut y avoir, dont on a pu hériter, entre ce qui est un professeur, un enseignant et des élèves. Si on est toujours du côté de l'enseignant ou du prof qui sait tout, c'est sûr que par rapport aux nouvelles technologies, le combat est perdu d'avance. Moi, quand je suis avec des jeunes jésuites, je leur dis plutôt, tiens, montre-moi comment ça marche et comment tu te débrouilles avec ça. C'est-à-dire c'est passer à une notion de partenariat où chacun apporte ce qu'il sait faire. Et je pense là-dessus, qu'un enseignant qui reconnaît paisiblement dans ses élèves ses limites sur le plan de la technique, qui autorise du coup ses élèves à dire des choses, ben, ça ne remet pas du tout en cause son statut d'enseignant. Au contraire, il est encore mieux positionné comme celui qui permet aux plus jeunes d'avancer et de grandir. Et en plus, au niveau pédagogique, c'est formidable parce qu'il va être valorisé. Il vous aura appris quelque chose. Et ça, c'est génial. C'est génial. Mais c'est vrai que ça bouleverse un certain nombre de représentations mentales si on a tendance à cloisonner les choses. C'est-à-dire si on est vraiment déjà dans le numérique au sens binaire, 1, 0. Moi je suis le prof, eux ils sont 0. Moi je suis 1, eux ils sont 0. Mon job c'est de faire passer 0 à 1. Si vous êtes sur une... Et ça c'est très dur, hein, parce que ça touche à des peurs. Si je fais ça, ça va pas... Ah non, il faut y aller, et ça se passera bien. Et c'est vous le prof. C'est vrai que pour prendre dans la sphère familiale au début d'Internet, je faisais souvent des conférences avec les parents qui étaient absolument paniqués. Comment gérer Internet à la maison? Je leur dis, où est-ce que vous avez mis Internet? Dans sa chambre. Je dis, bah, bravo. Comment voulez-vous l'aider à socialiser sur le média si vous l'envoyez tout de suite du côté du privé? Ah oui, ça nous dérange. Ah non. Et à table, vous en parlez souvent d'Internet? Vous connaissez la musique que vos enfants écoutent? Vous ne voulez pas m'intéresser à ça quand même. Alors comment vous voulez avoir une parole d'éducateur comme parent si vous ne vous intéressez pas à ce que vivent vos enfants? Est-ce que vous allez demander à votre enfant de montrer les 2 sites qu'il préfère pour le voir avec lui, et qui vous montre des jeux, machin? Ah non, quand même. Et pourquoi?
voyez, c'est ces questions-là. Le piège de la technique, c'est sa tendance à séparer et à rendre rigide et à faire perdre le bon sens de la relation humaine de base. Lorsque un provincial jésuite rencontre chaque année un jésuite ou sa juridiction, pour savoir où il en est et tout, la première question qu'il pose, c'est « Est-ce que tu es heureux ?» C'est pas « Qu'est-ce que tu fais ?» Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te dynamise? Dis-moi. C'est ça qui est important. C'est à partir de là qu'on pourra faire des choses ensemble. Tu vas sur Internet, super. Qu'est-ce que tu trouves? Quelle découverte? Ah, mais c'est génial. Ah, montre-moi. Oh. Et après, vous êtes autorisé à dire des choses du côté d'une limite, du côté d'une maîtrise du temps passé dessus, etc. etc. Vous voyez le... Voilà. Donc, ce que peuvent résoudre, du coup, tout ce qui est numérique, c'est qu'au niveau pédagogique, ce sont des outils formidables pour vivre dans vos classes, dans un établissement, des projets fédérateurs. Et où la culture numérique entre de plein pied dans l'école et vous aider les jeunes à vivre et à grandir dans cette culture-là. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Regardez, moi je suis sidéré de l'inventivité que vous avez. Vous avez des profs, si vous avez des sites internet qui recensent comme ça les innovations pédagogiques. L'autre jour, je suis tombé sur un prof qui, avec ses élèves, grâce à Twitter, leur faisait écrire des tweets pour réécrire Gargantua. Et c'est formidable. Et avec un bon vieux principe d'émulation, il mettait en concurrence, c'était une classe de L, de première L, il mettait en concurrence ses élèves. C'est le principe d'émulation, en petits groupes, à qui faisait le meilleur tweet. Et ça, c'est formidable comme vecteur pédagogique. Et ils arrivent à des résultats, mais c'est bluffant. C'est bluffant. Il fallait quand même avoir l'idée, finalement, de faire venir dans le média numérique quelque chose qui est de l'ordre d'un humanisme. Et du coup, les jeunes comprenaient qu'est-ce que c'était que cet humanisme-là, sur la manière de parler, avec 150 caractères. Et du coup, si vous le faites de manière astucieuse, ça vient contredire l'image de la concurrence dans la société où c'est le plus fort qui écrase le plus faible. C'est-à-dire que dans une classe, ils sont capables de voir que même le plus faible, grâce à d'autres de la classe, peut aussi écrire son tweet et bluffer tout le monde. Et qu'il y a une sorte d'entraide, ils sont prêts à jouer là-dessus, parce que si vous êtes dans une position support numérique, il y a d'emblée la culture d'entraide qui est activée chez eux, parce que ça marche comme ça. Et là, vous pouvez avoir des résultats mais merveilleux. Vraiment merveilleux. Mais voilà, il faut trouver le bon projet, la bonne médiation. Parfois ça peut être Twitter, parfois ça peut être Facebook, parfois ça peut être un blog, parfois ça peut être en maternelle pour apprendre à écrire avec le clavier, un primaire qui est en partenariat avec un autre primaire du Québec. Alors c'était génial, parce qu'avec le décalage horaire, chacun commençait sa journée en recevant les tweets de l'autre école. Et chaque élève est en partenariat avec un autre élève. Mais c'est fabuleux, ça. Et vous faites vivre quelque chose de la mondialisation de façon concrète. Vous découvrez, même si la langue est commune, des différences de sensibilité, de culture, de manière de faire. En 140 caractères, chaque élève disait qu'est-ce qu'il avait fait aujourd'hui, simplement à l'autre. Et ça, tout de suite, oups. Alors je peux vous dire que du coup, les tweets, ils vous les envoyez. Donc le rapport à... C'est pas un problème d'écrire. Cette classe qui est prise dans un projet qui le déplace, et du coup, ça va. Donc il y a des leviers à trouver, du côté de l'émulation, du côté... vous avez par exemple des établissements, en lycée, par exemple, en seconde ou en première, ils font des trinômes. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats, des notes des élèves, ils mettent un du premier tiers avec un deuxième tiers et un du dernier tiers. Et ils ont du temps pour travailler ensemble. Et c'est formidable, là. Parce que ça tue le principe de concurrence. Ceux qui sont devant aident les plus faibles, ils sont très contents. Et les plus faibles sont très contents parce que parfois, ils n'osent pas dire au prof telle ou telle difficulté, mais un camarade, ils vont le dire. Oui, c'est des affaires comme ça qu'il faut inventer, créer, susciter. Et dans tel établissement, telle chose est possible, dans tel autre établissement, la même chose ne sera pas possible.
qu'il y a des questions de personnes, de taille, d'histoire, de composition sociologique, voilà. Il y a plein de paramètres. Merci. Peut-être encore une deuxième salle de questions. Madame. Moi, je me pose une question en tant qu'enseignante. Je suis enseignante et puis responsable des établissements maternels et primaires. Donc, c'est sur les entrées un peu prioritaires dans l'éducation numérique, avec des jeunes enfants, avec des enfants maternels, avec des enfants primaires, en sachant déjà qu'on est équipé, on a un DMI en maternelle, un DMI en CM, en CM1, donc il y a des choses qui se font aussi. Mais dans les choix des enseignants, effectivement, ça pose quelquefois problème, discussion, on ne voit pas où sont les limites. Et on n'a pas vraiment de chemin à suivre dans ce domaine-là. Et donc il y a une espèce de porosité entre les réseaux sociaux, l'utilisation de l'outil, ce qu'on veut en faire, les logiciels, Facebook, Twitter, etc. Et donc c'est encore assez flou pour nous. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant aussi. On recherche un peu un guide pour nous dire commencer peut-être par là. La meilleure entrée, c'est peut-être celle-ci. Non. Voilà. Ce sera peut-être la dernière question de la matinée, mais je pense que celle-là, mais elle est très bonne, parce que c'est effectivement, c'est le cœur du métier que vous venez de faire venir avec votre question. C'est-à-dire, en fonction de toute la palette de possibles, quel projet on décide de mener, quel outil on privilégie, parce qu'a priori ça rentre dans le projet qu'on veut. On choisit Twitter, on ne s'occupe pas des autres, ou on choisit CD-ROM et on ne s'occupe pas de Twitter, ou on fait plus une éducation à la tablette pour apprendre comment quelque chose de tactile permet de comprendre avec une certaine intériorité un certain nombre de choses. C'est à vous de sélectionner. Le piège de la société numérique, c'est de vouloir chercher à tout faire tout de suite, parce qu'on baigne là-dedans. Donc c'est prendre le contre-pied de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de manière limitée? Et plus vous allez vous limiter, plus l'effet sera grand. Mais du coup, effectivement, ça demande du temps pour se mettre d'accord, voilà, pour qu'il y ait une sorte d'adhésion d'une équipe à un projet, que ce ne soit pas un projet qui tombe d'en haut, on y va à contre-cœur. Voilà. Par exemple, nous, on a eu des très très mauvaises idées entre jésuites. Tous ceux qui sont près des étudiants se disent « Ah super, on va faire, c'est mal au trésor, pour mettre en commun toutes nos animations qu'on fait pour les jeunes et tout. » Personne n'utilise. Ils ont passé un temps fou à faire ça. Un temps fou. Mon énergie, machin. Résultat, zéro. Parce que ça sert à rien. Parce qu'ils sont tous individualistes, ils sont tous dans leur machin, ils font tous leurs trucs, ils sont tellement persuadés que ce qu'ils font, c'est meilleur que l'autre. Parce qu'il faut prendre les choses autrement. Quel projet en commun? Ou quel site internet où on est prêt, effectivement, à envoyer les uns les autres des jeunes qu'on connaît et tout. Moi, envoyer des jeunes que je connais sur... Ah, très bien, pas bon sens. Vous voyez, c'est comment, au sein d'une équipe, voilà, pas se noyer, mais se dire, voilà, notre objectif, c'est telle compétence, notre objectif, c'est l'éveil à l'intériorité, par exemple, pour les petits, qui découvrent en eux qu'il y a plus grand qu'eux, et qui sont habités, voilà, qui sont capables de choses étonnantes. Et ça, vous avez des supports numériques, des supports simplement artistiques, qui sont merveilleux. Et ce qui veut dire aussi que c'est l'équipe enseignante qui est formée aussi à ça, et qui avance ensemble sur ce projet-là. Il ne s'agit pas de mettre des enfants devant une œuvre d'art interactive où on clique, il se passe plein de choses, pour dire c'est super, ça marche. C'est comment j'accompagne ça, en termes de présence, quelle expérience je fais vivre, quelles paroles je suis capable d'entendre des enfants, quelle relecture j'en fais, et comment du coup je continue à avancer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Thierry.